Les inquiétudes soulevées depuis le lancement du processus d'enrôlement, alors que le pays se prépare lentement et sûrement vers les élections qui sont annoncées pour décembre 2023. Qu'est-ce que nous pouvons du moins retenir jusque-là? L'épineuse question sécuritaire, les conflits armés qui ne font que se multiplier avec l'occupation à nouveau de notre territoire par les rebelles du M23, la visite du pape en RDC, sont là les trois questions majeures que nous allons devoir aborder ce jour avec une personnalité politique qui n'est plus à présenter. Il s'agit de M. André Alain Atondo, que nous avons eu le privilège de recevoir aujourd'hui. Le pays est encore sous menace de balkanisation, comme beaucoup d'observateurs le font savoir. Est-ce que son seul discours suffit que toutes ces méprisables tentatives soient mises de côté, ou il faudra encore un peu plus de pragmatisme de sa part, du moins en ce qui concerne les attentes des Congolais? D'abord, préciser Voilà. que le pape n'a pas amené une potion magique à l'Astérix pour mettre fin à tous les problèmes des Congolais, les problèmes de sécurité notamment. Il est venu réconforter, encourager, soutenir les Congolais dans leur effort pour la sauvegarde de leur dignité, pour la sauvegarde de l'intégrité de leur territoire et pour la sauvegarde de leur souveraineté internationale. La condition essentielle, c'est que le Congo parle d'une seule voix. C'est ça la réconciliation. Nous devons tous parler d'une seule voix pour que nous soyons audibles et pour que notre message soit bien perçu. Donc, à vous entendre parler, ça c'est la dernière question avant de tourner ce chapitre. Donc, il a double mission, le pape, en venant ici en RDC, et puis sa personnalité est totalement difficile à dissocier, l'aspect politique et aussi pastoral qu'il est venu mener en RDC. Donc, ce qui veut dire que sa présence en RDC est à la fois politique et aussi apostolique. Donc, vous êtes de ceux qui pensent qu'en venant ici, il va devoir aborder, ou plutôt laisser une influence politique. Donc, je voudrais ici souligner l'intention de vous tous qui nous suivez, que le pape, non pas comme prince de l'Église, il est à la fois chef d'État, l'État du Vatican, comme vous le savez. Sa présence dans n'importe quel pays du monde a toujours un aspect à la fois politique et aussi pastoral. Nous ne voulons pas creuser là sur la polémique qui a enflé notre pays, mais nous voudrons, M. André Alain Atondo, savoir d'abord, vous êtes un citoyen, patriote et puis politique avéré. Vous vous êtes déjà fait enrôler, puisque la CENI a déjà lancé les opérations d'enrôlement. Vous, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes déjà fait enrôler depuis que ces opérations sont lancées? Absolument. J'ai fait le déplacement de Bumba, voilà, à 1400 kilomètres d'ici par le fleuve, voilà, pour d'abord sensibiliser les populations du territoire de Bumba sur la nécessité de se faire enrôler massivement pour avoir la chance d'avoir beaucoup de députés. Ensuite, j'ai prêché par l'exemple. Je suis allé moi-même m'enrôler du côté de la paroisse Saint-André. Et il est important quand même de relever que la population a été sensible à ce message, et grâce à l'ajout de prolongement jusqu'au 25 février, la mayonnaise a commencé à prendre. voilà. Donc il y a de plus en plus des gens qui vont se faire enregistrer. Même si, pour vraiment bien faire les choses, on devait prolonger d'au moins 2 mois, parce que le territoire est vaste, les communications sont difficiles, tous les kits ne sont pas arrivés en même temps, et ensuite il faut résoudre le problème technique de la résolution des photos sur la carte. Pour des observateurs que nous sommes, que vous êtes, d'aucuns pensent que en allant se faire enrôler,
entouré de masses de personnes, vous vous jetez ou vous plongez implicitement déjà dans la campagne électorale qui n'a pas encore été déclarée. Est-ce que vous pouvez donner du contenu en ce que vous dites que vous êtes allé sensibiliser? Puisque les gens pensent qu'en sensibilisant, vous êtes déjà en train de faire la campagne. Ça veut dire quoi, sensibiliser la population? Le président de la République, la CENI, le président Kadima, tout le monde, tous les hommes politiques nous sommes dit, il faut mobiliser nos gens. Sensibiliser, c'est montrer l'importance des élections. Si vous voulez avoir beaucoup de députés, en tout cas proportionnels à votre électorat, Voilà. mais il faut vous enregistrer. Mais sinon, vous allez vivre des situations paradoxales où un grand territoire avec une grande population a moins de députés qu'un petit territoire avec moins de population, mais dont la population s'est mobilisée. Donc c'était pour éviter ce paradoxe qui pourrait par ailleurs générer des suspicions ou des spéculations autour d'une fraude éventuelle. Donc, il faut éviter de faire la confusion du genre entre enrôlement et élection. L'enrôlement, c'est un droit constitutionnel, c'est un devoir civique, qui n'est pas à confondre avec l'élection, droit constitutionnel et civil, moment du choix. L'enrôlement n'est pas le moment du choix. Nous allons y revenir. Il y a une question que je vais vous poser dans ce sens-là. Mais je voudrais qu'on réfléchisse quand même avec certaines langues de l'opposition qui estiment que le processus est lancé à la va-vite. C'est-à-dire, c'est la toute première fois qu'une équipe de la CENI lance les processus d'enrôlement sans, au préalable, un cadre de concertation avec les partis en face, c'est-à-dire les politiques, comme cela a été le cas avant de lancer les processus. La CENI prend soin de pouvoir consulter les politiques, c'est-à-dire les acteurs politiques, opposition comme majorité, pour recueillir ça et là les différentes propositions. La cartographie électorale n'a pas été publiée. Alors ça, ce sont les langues de l'opposition qui font constater cela. Est-ce que vous partagez le même point de vue ou vous dites que même si cela n'a pas encore été fait au préalable, on peut toutefois aller aux élections dans ces contextes-là? Chaque élection est une réalité sui generis. Les premières élections de M. Lavé, Malou Malou de Reste Mémoire, avaient un certain nombre de défis. Les élections sous le pasteur Ngoï Mulunda avaient un autre type de défi. Les élections sous Nanga, Corneille, avaient un autre défi. Aujourd'hui, le défi, c'est ce que je voulais dire, il faut récupérer ou rattraper le temps perdu par l'arrivée en retard des kits et par la non-mobilisation des électeurs. Et donc aujourd'hui, on le fait. Je doute que la CENI évolue en vase clos, puisqu'il y a des mécanismes de contact permanents entre la CENI, les partis politiques et les différentes forces sociales du pays qui participent à la vie électorale. C'est à l'informel, oui. Donc, mais il faut faire la part des choses entre un souhait politique et une réalité technique. La publication de la cartographie, la publication de ceci, ce sont des domaines techniques. On pose la question à la CENI, pourquoi vous n'avez pas encore publié, et vous dira, voilà. Voilà pourquoi il y a une suspicion sur la rencontre au motif qu'on n'est pas suffisamment préparé et qu'il faut que nous tous nous soyons partie prenante en second lieu, n'est-ce pas, pour l'organisation des élections. Je crois que la Constitution a tranché. L'organisation des élections, c'est la CENI. Et que si un parti politique, un citoyen, un groupe de partis politiques trouve à redire dans le processus, on écrit à la CENI ou
on fait recours à la justice. À Bumba, où vous vous êtes fait enrôler, c'est l'ancienne configuration de la province de l'Équateur. Il s'est fait remarquer, selon nos informations, beaucoup d'inquiétudes dans les processus d'enrôlement, comme ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place en termes d'inquiétude depuis? Au moins, vous avez les bureaux sur place, vous avez des gens qui vous font parvenir à chaque moment les informations. C'est quoi les obstacles qu'il y a jusque-là? D'abord, d'une façon générale, les autorités territoriales n'ont pas participé à la mobilisation des masses. C'est qu'il y a un impact négatif. Et heureusement... Peut-être qu'ils n'étaient pas associés comme... non, mais on dit qu'il y a élection, c'est du devoir des autorités territoriales de mobiliser les citoyens à accomplir ce droit constitutionnel et ce devoir civique. Heureusement que les hommes politiques ont pris le relais et nous sommes descendus sur le terrain pour sensibiliser et mobiliser afin que le droit constitutionnel et le devoir civique soient pleinement accomplis. De façon que le nombre de députés qui sera déterminé par circonscription représente exactement la valeur pondérale de ce territoire dans l'électorat national. Quand vous dites que les autorités territoriales n'ont pas été impliquées, ou bien ne sont pas impliquées, c'est là... Je parle de Bumba. Voilà, du moins de Bumba. Bumba. Je dis les autorités territoriales. C'est une observation qui est plus générale. C'est une observation. Mmh. Et par ailleurs, puisque vous m'avez demandé mon avis sur l'attitude de l'opinion, l'opinion se demande pourquoi certains kits n'étaient pas arrivés à temps. Parce que certains kits sont arrivés au moment où j'étais à Bumba, voilà, pour essayer de récupérer. Par ailleurs, il y a des contrées ou des sites où il n'y a pas suffisamment de bureaux électoraux. Parce que les distances sont grandes, les eaux, etc. Il faut tenir compte de tout cela. Mais je pense que ce sont des défis, comme j'ai dit. Chaque élection est un défi sui generis. Et il appartient au président Kadima, à l'équipe de la CENI, aux autorités territoriales, aux hommes politiques du terroir, de faire tout pour que les élections puissent se dérouler, puissent constituer un tempo de notre démocratie et puissent contribuer à normaliser les rapports entre nous. Qu'on perde les élections aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire qu'on est condamné ad vitam aeternam. Qu'on gagne les élections aujourd'hui, ce n'est pas une garantie ad vitam aeternam. Donc c'est un combat ponctuel, momentané, pour un mandat, et puis l'autre mandat ou l'autre législature aura ses réalités propres. Et quand vous lancez cet appel, non seulement aux autorités territoriales, et aussi aux politiques, alors que nous savons qu'en amont, il y a certains dirigeants des partis politiques, pour ne pas les citer, le PPRD, qui, au cours d'une récente déclaration politique, son CP, secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, a laissé entendre que son parti n'était pas concerné par l'ensemble du processus électoral. Est-ce que dans ce climat de méfiance-là, nous n'allons pas lentement et sûrement dans un mur, à votre entendement? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, il faut faire la part des choses. Voilà. S'agit-il d'une déclaration à effet d'annonce pour des raisons médiatiques? Ou il s'agit d'une volonté réelle confirmée par une lettre adressée à la CENI et aux autorités nationales pour signifier qu'ils ne vont pas participer? Tshisekedi l'a fait. Une résolution voilà, en bonne et due forme du PPRD pour dire que nous ne participons pas. Par ailleurs, il faut éviter de confondre l'intérêt de la population et l'intérêt des hommes politiques. Les hommes politiques, c'est le pouvoir. La population, c'est la réalisation des promesses électorales. Voilà. Alors, il peut y avoir une dissension où l'homme politique privilégie
l'accès au pouvoir par tous les moyens, même sans élection, alors que le peuple voudrait désigner ses dirigeants à travers les élections. C'est ce paradoxe-là que le PPRD doit résoudre, que tout homme politique conscient, républicain et démocrate doit résoudre pour l'intérêt bien compris de son territoire. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le président de la République a lancé une idée originale qui mérite d'être soutenue, c'est le développement à partir des 145 territoires, qui est tout simplement une traduction concrète d'une constitution, on va dire, fédéraliste. Donc, le développement à partir des 145 territoires est plus important que la frustration de quelques personnalités politiques. Bon, non, je vous ai posé cette question puisque d'abord je dois rappeler que je vous ai reçu comme personnalité politique. Alors les gens qui vous regardent... Non, mais je suis une personnalité politique, Voilà. Je suis un homme d'État, Voilà. Je suis un chef de parti. Je continue avec la question. Politique. Voilà, puisque les gens qui vous regardent... Et je vous réponds aussi en tant que citoyen, parce que j'ai été sur le terrain. Voilà, donc les gens qui vous regardent auront peut-être du mal à vous dissocier peut-être du FCC, du PPRD, même si vous n'avez jamais été membre du PPRD. Moi, Alors c'est dans ces... PPRD. Vous ne l'avez jamais été, Jamais. je le confirme ici. Alors c'est dans ces cadres-là que je vous ai posé cette question. On ne veut pas s'éterniser dans les polémiques sur Chadar et consorts. Est-ce que, au nom de la discipline qui a toujours régné au sein du FCC, est-ce que vous avez eu en amont d'abord le temps de partager cette prise de position du PPRD où elle est sortie, comme vous l'avez dit, que peut-être sans polémique en tout cas. C'est une déclaration de M. Chadari qui a laissé entendre, selon votre expression. Donc, ce n'est pas la voix du PPRD. La voix du PPRD doit être formellement exprimée. Donc par écrit avec la signature des Je ne autres sais membres. pas comment, mais à l'issue d'une réunion, alors on sort, on fait une déclaration, n'est-ce pas, engageant le PPRD. Deuxièmement, le FCC n'a pris aucune mesure dans ce sens. Aucune. Et donc, aujourd'hui, ce qui va déterminer l'attitude des hommes politiques congolais, c'est la conscience nationale, la conscience de ses responsabilités dans la nation, dans le développement de la démocratie dans notre pays. La démocratie ne se développe pas par des entraves, par la politique de la chaise vide. La démocratie se développe par un partenariat sur le terrain, par des discussions et par des contre-propositions pour le développement du pays et de la démocratie. Monsieur Alain Atondou, 10 mois seulement nous séparent des élections présidentielles et législatives. Nous sommes aujourd'hui au mois de février. Les élections sont prévues au mois de décembre. Alors, pour aller à ces élections, quelques personnalités se sont déjà déclarées candidats président de la République. Il s'agit du docteur Denis Mukwege, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Matata Pogno, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi naturellement. Alors, au nom de la grande carrière politique que vous avez, même s'il y a encore quelques années qui sont encore devant vous, l'opinion voudrait savoir, vous êtes, ou bien vous vous verrez proche de quel candidat que vous allez supporter pour les élections qui vont venir, même si c'est encore un secret pour vous, mais selon les réalités politiques en face de nous, alors vous êtes proche de quel candidat que vous pouvez supporter dans votre circonscription comme candidat président de la République? Toutes les déclarations de candidature, Voilà. à ce stade, sont des intentions, des déclarations d'intention et des présomptions. Non moins importantes. Parce que vous pouvez vous déclarer et vous ne remplissez pas les conditions financières, autres administratives. Vous pouvez vous déclarer, mais vous n'êtes pas retenu. Parce que ce sont les candidats retenus qui feront l'objet du choix de la population. Et donc c'est à ce moment-là précis qu'il faut dire, voilà, parmi les candidats retenus, moi je suis proche de tel, plutôt que de tel, plutôt que de tel. Mais
à l'état actuel des choses. Voilà. C'est ça qui est très important. À l'état actuel des choses. Chacun peut avoir ses préoccupations. Ma préoccupation, c'est le développement de Bumba, de mon territoire, le développement de la Mongala, ma province, le développement des autres territoires et des autres provinces pour qu'il n'y ait pas une disharmonie et un dysfonctionnement dans la gouvernance du pays. Alors, le candidat idéal qui peut effectivement répondre à vos attentes, notamment le développement des Bumba et consorts. Donc, quand vous regardez, du moins... Mais ce candidat n'est pas encore là. Donc, de Parce tous les noms que j'ai n'a pas cités... été retenu. Non, Ouais. le candidat, c'est celui qui a été retenu, proclamé par la CENI. Voilà, M. Faustin, voilà, M. Tundou, voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous ferez les choix. Comme dit l'Évangile, Voilà. beaucoup sont appelés, Un peu ce... peu sont élus. Voilà. Il y a toujours beaucoup de candidatures. Donc, 15 000 pour les législatives, peut-être 100 pour les présidentielles. Mais combien seront retenus? Combien vont remplir les conditions? donc, Je crois qu'il faut prendre seulement la patience voilà. et se comporter conséquemment. Il ne faut pas, comme on dit, consommer son blé en herbe. Il faut d'abord planter, dessoucher, Voilà. créer un champ, planter le blé et attendre qu'il porte des fruits. Et alors, en ce moment-là, vous pouvez le consommer. Nous comprenons que vous êtes encore en train d'observer en politique avérée. L'opinion, je ne souhaite pas. L'opinion peut-être ne se verra pas surprise, à l'instar de Wariste Bouchab, qui, un des 4 matins, a résolument décidé de s'allier derrière Tshisekedi. On ne souhaite pas que ce soit votre point de vue. Tout comme ça peut l'être, rien ne peut Non, vous moi empêcher. j'ai ma petite idée. Voilà. J'ai ma petite idée sur le candidat. J'ai dit pour moi, ce n'est pas le moment. Vous êtes, apparemment, vous êtes encore en Ce train n'est pas d'observer. le moment. Voilà. Le moment venu, je le ferai quoi. Maintenant, nous sommes encore dans la phase d'enrôlement. Il faut éviter. Je crois qu'à un moment donné, là, c'est ça qui avait attiré l'attention des gens, que l'enrôlement, ce n'est pas La campagne la électorale. campagne électorale. On s'enrôle soi-même, mais on ne s'enrôle pas pour un candidat. Voilà. Et les gens qui mettent leurs photos aux côtés de leur candidat ou de leur leader, je crois que ce n'est pas convenable. Et l'individu choisit la personne. En ce moment-là, au moment de la campagne, moi je me mettrai à côté de Faustin en disant voilà, moi je fais campagne pour pouvoir diriger ce pays avec Faustin. Moi je suis député provincial, lui il est candidat président de la République, je le soutiens. Donc il faut éviter d'escamoter les étapes. Je ne vous demande pas, monsieur André Alain Tundou, de faire un bilan général de Félix Tshisekedi puisque vous n'êtes pas son porte-parole, mais ma question est donc à votre point de vue de savoir s'il vous étiez donné de faire un bilan général sur la politique sécuritaire de Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. Il est, au moment où nous sommes en train de faire l'émission, il s'est engagé à l'est de la RDC des affrontements violents où notre partie du territoire est encore sous occupation du M23. Entre-temps, discours violents se tiennent entre les chefs d'État, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Cette politique sécuritaire-là, vous en savez un peu plus que nous. Quand vous jetez un œil comme un ancien membre du renseignement, vous connaissez un peu beaucoup de choses que l'opinion ignore. Quel est le regard que vous jetez sur cette façon de faire de Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir, du moins sur le volet sécuritaire? La gouvernance de Tshisekedi, son mandat, on peut dire, a été marqué par quelques faits. Voilà. Le premier fait, c'est la coalition FCC-Cash. Deuxième fait, c'est la rupture de Cette coalition et la naissance de l'Union sacrée. Le fait de deux armes. Et le troisième fait,
que le président lui-même a annoncé et que l'opinion attend, c'est la désignation d'une équipe qui va l'amener jusqu'à la fin, dans l'espoir qu'ils vont faire le boucher double pour essayer de combler tant soit peu ce qui n'a pas été réalisé. Le président de la République, en l'arrivant, il avait quelques défis. Il y avait quelques défis, notamment les défis sécuritaires à l'Est, notamment le développement des infrastructures, le développement de notre pays. Malheureusement, au niveau de la sécurité à l'Est, il n'a pas pu réaliser son vœu et sa promesse de mettre fin à la guerre. Néanmoins, il a acquis une victoire diplomatique importante, c'est la reconnaissance de l'agression du Congo par le Rwanda et la condamnation. Mais maintenant, il faudrait monter d'un cran. Au-delà de la reconnaissance et de la condamnation, il faudrait maintenant chercher les armes et l'argent, comme le fait l'Ukraine. Tous ces gens-là qui condamnent, il faut créer un cadre pour qu'ils puissent s'exprimer concrètement. Parce que la guerre que mène le Congo et le président Tshisekedi, mais c'est une guerre sur les valeurs fondamentales qui structurent la gouvernance des pays modernes. C'est des valeurs démocratiques. Le non-recours à la violence pour revendiquer un droit. Le non-recours à la violence pour accéder. Éviter la politique de mensonge. Aujourd'hui, au Congo, aucune tribu n'est majoritaire et aucune tribu n'est prise à partie parce qu'elle est minoritaire. Il y a des problèmes entre voisins, c'est normal. Les Yaka et les Teke, c'est normal. Personne n'a parlé d'une action du gouvernement. Qu'il y ait des problèmes éventuels entre Tutsi et Hutu au Kivu, ou bien une tribu, le Hariga par exemple, avec les Tutsis, il faut rentrer ce problème dans un cadre normal. Le problème entre voisins. Il ne s'agit pas d'une politique de génocide. Et il n'est pas politiquement correct d'imputer aujourd'hui au gouvernement congolais la responsabilité de soutenir le FDLR. Mais voyez vous-même combien de fois les gouvernements congolais ou les responsables congolais n'ont-ils pas été taclés parce que le Rwanda, parce que le gouvernement passait des accords avec le Rwanda de travail, comment dirais-je, d'opérations conjointes. Alors, si dans les cas des opérations conjointes, ils n'ont pas réussi à mettre fin aux activités du FDLR, par exemple, mais au nom de quel principe ils vont dire que c'est la faute du gouvernement congolais? Je vous ai posé cette question-là, puisque ça va être même la dernière question. Nous avons l'impression que l'ennemi nous a imposé une autre forme de guerre. On dort, on se réveille, explosion de bombes à l'est, on dort, on se réveille, il y a incendie des dépôts de carburant à l'intérieur du pays. Il se passe un peu de manière concomitamment des choses qui présagent vraiment une autre forme de la guerre que l'ennemi nous a imposée. Ce sont des marchés qui prennent feu à longueur de journée, des explosions de bombes dans les églises. L'opinion peut être concentrée sur la guerre qui est à l'est, mais entre-temps, l'ennemi change de stratégie pour nous imposer cette autre forme de guerre-là, selon une certaine opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, ou bien quelle est votre lecture de façon un peu plus globale par rapport à ces faits-là? La guerre a ses réalités. Voilà. Les explosions, les champs de bataille, voilà. et tout ça,
Ça fait partie de la réalité de la guerre. Mais notre guerre est l'œuvre d'un État promoteur du terrorisme, qui soutient les terroristes de M23. Le Rwanda. D'où les actes de terrorisme, c'est-à-dire le traumatisme des populations civiles à la suite des actes aveugles et ignobles contre ces populations paisibles dans le but de les traumatiser et surtout de faire une pression sur le pouvoir ou une façon pour eux de chercher à accéder au pouvoir. Et face à cette réalité, nous devons être réalistes et pragmatiques. Nous devons mettre en action évidemment les forces armées, leur donner les moyens performants qui puissent faire monter leur puissance au niveau MAD, c'est-à-dire la garantie de destruction réciproque en cas d'une agression de la part d'un État généralement quelconque, disons ici, voisin. Nous devons avoir cette forme. Nous devons aussi mettre en place une composante nouvelle, mieux structurée. C'est le cyber. La guerre moderne, c'est aussi une guerre d'Internet, etc. Donc, il faut mettre cela en place. Et puis, il ne faut pas oublier l'ancêtre de toutes les guerres, c'est le service de renseignement. Alors du haut de cette... Voilà. Du temps de Romain, voilà. Lorsqu'on faisait une guerre, on envoyait les espions, on appelait les speculatores, pour essayer de coller l'oreille contre la terre pour sentir l'arrivée des troupes étrangères. Aujourd'hui, le service de renseignement doit être offensif. Avec toutes les propositions que vous venez de faire, et aussi du haut de votre expérience dans les domaines, si jamais le régime faisait recours à vous pour pouvoir servir le pays, avec ce que l'opinion vous a collé comme casquette, seriez-vous prêt de collaborer avec le régime Tshisekedi? Ça va être la dernière question. À mon avis, c'est une question qui ne se pose pas. Le chef de l'État a prêté serment de sauvegarder l'intégrité du pays, de maintenir la cohésion nationale et de ne pas être le chef de l'État d'une tribu ou d'un groupe de citoyens. De ce fait, il lui est légitime de demander à un groupe de citoyens ou à un citoyen de l'aider dans sa démarche qui vise à atteindre ses objectifs. Et donc, être appelé par le chef de l'État dans ces circonstances, c'est un honneur qu'on vous fait. Et qu'en tant que compatriote, vous devriez, disons, justifier cette confiance en disant, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour justifier la confiance du chef de l'État, pour que mon action puisse améliorer la situation de nos populations en fonction de mes responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur André Alain Atondo, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons senti qu'il est plus que disposé, au nom du patriotisme, de pouvoir servir son pays, au-delà des colorations politiques, comme le président Tshisekedi lui-même l'a toujours dit, au-delà de nos divergences, soyons unis. C'est même le maître mot qu'on a pu soutirer dans les discours du pape qui est actuellement dans nos milieux, qui est actuellement à Kinshasa. Vous aviez été très nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous vous disons merci d'avoir pris de votre temps pour suivre et continuer toujours à suivre notre émission, une production de 24 News. Merci beaucoup et très prochainement.